La première partie. Arrête le partage et reprends. La thèse des livres. Arrête le partage. Alors, Tac. c'est Ouais. sûr. Tu fais. Le design graphique dans. Faut choisir quel écran. Hop. Là, ça marche. Putain, et là, ça marche. Alors, attends. Je redécale. Dans le design graphisme dans les groupuscules terroristes pécuniaires. Attends, c'est quoi qu'on dit? Les féminazis, ouais. Ah oui. Je passe à 45 ans. Non, mais c'est ça, le design graphique. Moi, je savais pas. Bah, je sais pas chez les femmes, mais. Relou, pas la planche à voile chez les manchots dans c'est pas la page chez les féminazis. Voilà. Ça, c'est Max. Au XXe siècle. Ça, c'est Max. 21e. Pardon, désolé. Au Alors. XXe siècle. C'est le siècle. On a quand même mis moins de temps avec mon PC quand ça fonctionnait qu'avec le tien. Ça, je dis rien. C'est bon, je... Je l'ai pas eu, tu me l'as pas envoyé. Il y aura des trucs, s'il faut. Ça marche à la value. Par contre, il y a le. Ah oui, je peux l'enlever ça. Oui, il n'y a plus la fin, bon, c'est pas grave. Bon. On y va? Quand tu veux. Il n'est pas vainqueur. Ah, t'as pas enregistré? On attend encore 20 heures. Bon, du coup, c'est parti. Après toutes ces péripéties, on a enfin réussi à avoir à peu près tout, mais pas tout à fait. Donc, je suis désolé pour si ça coupe. Du coup, moi, je vais essayer de vous présenter un peu les insectes que j'étudie, qu'on peut retrouver dans les grottes. Donc, ça ressemble à peu près à ça sans le casque, mais on va en voir plus après. Donc les... ça enregistre. Oui, du coup, l'histoire de la biospèle et particulièrement de l'entomologie dans les grottes, elle a commencé avec cet insecte dans les années 1820-1817. C'est un jeune spéléologue slovène qui l'a trouvé et qui s'est dit tiens, c'est intéressant, je vais l'envoyer à un scientifique. Et du coup, le scientifique, c'est lui, Ferdinand Schmidt. Il l'a décrit en 1832 et du coup, c'est un petit coléoptère qui a une tête de girafe. C'est sympa, jamais vu, mais il y en a plein en Slovénie apparemment. Alors avant, il faut dire, d'aller plus loin, il faut se demander c'est quoi le milieu cavernicole, c'est quoi le milieu souterrain. C'est assez large, donc il y a bien sûr les grottes qu'on visite tous, mais c'est aussi le sol, les fissures et les failles, le milieu souterrain superficiel qui va être des sortes de tunnels qui connectent des grottes ou juste qui va dans le sol. Ça peut être des éboulis et donc les grottes. Alors, on peut bien sûr pas tout visiter, c'est bien ça le problème pour découvrir la faune qui habite ces milieux. On fait ce qu'on peut. Donc là, voilà quelques exemples. Donc là, on a un milieu karstique avec une grotte calcaire typique, un chaos granitique en Bretagne où on peut avoir des cavités en dessous et de l'obscurité, et des tubes de lave qu'on a par exemple à Hawaï ou à La Réunion. Alors, ce qui est intéressant avec ces habitats, c'est que plus on va profond, plus c'est dur d'y vivre, mais en même temps, plus les conditions sont stables. Donc, c'est des conditions assez proches d'un laboratoire, entre guillemets, et pour étudier des problématiques comme l'évolution, c'est assez cool. Du coup, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces milieux. Alors, donc on étudie la biologie de conservation, les changements climatiques, est-ce que ça impacte? Et, par exemple, dès qu'il y a un petit changement dans les grottes, qu'est-ce que ça impacte sur la faune? Et du coup, ça nous donne beaucoup d'informations. Alors maintenant, les fulgores. Je pense que vous savez tout ce que c'est, bien sûr. Du coup, c'est un hémiptère. Donc les hémiptères, c'est souvent, les gens connaissent les punaises. C'est ce qu'on appelle les hétéroptères qui sont en bas. C'est aussi le groupe où on trouve les pucerons. Mais nous, on s'intéresse au milieu. C'est le groupe où il y a les cigales, les cercopites, ce sont des petits insectes qui sautent dans l'herbe, et les fulgores. Donc, les fulgores, c'est des insectes qui vont être plus sur les arbres et sur les plantes à ras du sol. Alors, comment on les reconnaît? Ils sont assez petits, ça c'est vrai, mais ils ont l'avantage d'avoir des antennes très globuleuses qu'on peut voir même à l'œil nu. C'est assez pratique. Alors celui-là, il est très coloré, mais en général, c'est plutôt brun quand même. Donc moi, ce que je dis, ça ressemble à des petites cigales que vous voyez sauter un peu. Alors dans les grottes, ça va être sur les racines, sur les murs ou sur le sol. Alors,
C'est des insectes qui ont l'appareil buccal transformé de type piqueur-suceur, comme les moustiques, plus ou moins. Sauf que eux, ils piquent les plantes. Et donc, on se dit, ah, les plantes dans les grottes, c'est pas ce qu'on trouve le plus. Donc, c'est pas ce qu'on s'attend à trouver dans les grottes. Et pourtant, on en a trouvé. Parce qu'ils se nourrissent sur les racines, tout simplement. Et du coup, ça a commencé assez tôt. Dès 1907, Émile Rakovica en a fait mention dans des grottes au Baléares. Mais après, il a quand même fallu attendre 45 ans avant qu'on ait une première espèce décrite vivant sous terre. Et encore, elle vit sous terre, pas dans les grottes, elle allait dans la terre. Bon, après, il a fallu attendre qu'un an avec la découverte d'une première espèce cavernicole à Madagascar, Typhlobrixia nambrokensis. Puis après, dans les années 70, on a eu l'exploration des tubes de lave à Hawaï, et là, on en a trouvé plein. Puis, depuis jusqu'à nos jours, notamment à l'or partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose en expansion. C'est bien sûr une affaire à suivre. Comme on l'a démontré dernièrement, on a trouvé une nouvelle espèce dans le sud de la France. Donc, on a encore beaucoup de choses à découvrir. On les trouve vraiment partout. Donc, dès qu'il y a des grottes et des racines. Donc, comme vous voyez, la première espèce décrite, elle vient de Madagascar. Après, on a eu donc, les grottes de Hawaï. En Australie, il y a beaucoup d'espèces. Et en Europe, on commence à en avoir de plus en plus depuis les années 2010, avec la Croatie, l'Italie, la Croatie, la France et du coup l'Espagne. Donc, les racines, on les trouve comme ça dans les grottes en général. Donc, ça va être des racines vraiment qui tombent du plafond. Donc ça, c'est plus ce qu'on va trouver dans les tubes de lave, majoritairement, mais des fois, on le trouve aussi dans les grottes calcaires. Ça, c'est plus sous les chaos granitiques avec des racines qui vont longer les blocs de granit. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé à Nice. Donc, c'est vraiment affleurant du mur. Et là, vous voyez, en plus, on a toutes ces petites productions blanches. C'est des sortes de soie que nos insectes produisent, où les larves et les adultes peuvent se retrouver. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'indice. Enfin, c'est les bons yeux de Jonathan, d'abord, qui les ont trouvés. Et après, on a pu constater un peu tout ça. Alors, ça correspond quand même 60 espèces dans le monde qui sont réparties en 5 familles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a deux familles principales, les Stixides et les Cynarides, qui ressemblent plus ou moins à ça et à ça, qui représentent 80% de ce qu'on trouve dans les grottes dans le monde. Alors, les adaptations majoritaires qu'on retrouve chez eux, c'est comme dans tous les groupes cavernicoles, hein, c'est souvent l'absence de d'yeux ou des yeux réduits, une dépigmentation, et la réduction des ailes, parce qu'il n'y a aucune nécessité de voler, et l'élongation des pattes et des appendices qui permet une meilleure communication entre eux et un meilleur déplacement sur les surfaces. Donc ça, c'est la première espèce qui a été décrite, qui ressemble à un suppositoire. Donc elle est vraiment adaptée à la vie sous terre, elle a vraiment quasiment plus d'ailes, elle est toute blanche, il n'y a pas d'yeux, et en fait, ce sont des fourmis qui s'occupent d'elle, donc elle n'a même quasiment pas besoin de se nourrir, c'est les fourmis qui lui qui l'apportent où elle doit manger, et la fourmi récupère les sécrétions sucrées qu'elle produit. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment un bulldozer, une adaptation parfaite à ce mode de vie. Alors, l'écologie des espèces cavernicoles, ça a toujours été une grande question. Comment les classifier? Alors, c'est très compliqué, il n'y a pas vraiment de consensus aujourd'hui, mais on a quand même 3-4 termes qui nous permettent de les catégoriser dans une grande catégorie. Le premier terme, c'est les troglobiontes, c'est des espèces qu'on va vraiment trouver que dans les grottes, qui ne sortent jamais. C'est très rare d'en trouver. On ne peut pas dire que c'est impossible, elles peuvent sortir des grottes, mais elles sont vraiment inféodées aux grottes. C'est souvent les espèces qui ont des modifications, type absence des yeux, réduction des ailes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles les ont. Une espèce troglobionte peut avoir des couleurs, des ailes et des yeux. L'exemple, c'est l'espèce qu'on a trouvée à Nice. Elle est connue que d'une grotte. Elle n'a jamais été trouvée à l'extérieur depuis 200 ans qu'on décrit les Stixides. Et pourtant, elle n'a pas de grande modification qui prouverait qu'elle a une vie cavernicole. Donc, c'est vraiment une catégorie écologique dans le sens elles vivent sous terre, elles peuvent avoir des modifications, mais ce n'est pas les modifications qui font qu'elle ait un troglobionte. La deuxième catégorie, c'est les troglophiles. Donc, on les classe en 2 catégories. Donc, ça, c'est des espèces qui ont une tendance à être trouvées dans les grottes, mais qui ne vivent pas que dans les grottes. Donc, les 2 catégories, c'est des eutroglophiles qui vont avoir des populations complètement à l'extérieur. Donc, on ne retrouve jamais dans les grottes.
et des populations qui sont en grotte. Et les subtroglophiles, c'est des espèces qui vont avoir une partie de leur cycle, adulte ou larve, ou une partie de deux, sous terre, mais qui ont aussi besoin d'une partie à l'extérieur. Donc c'est des espèces qu'on a tendance à trouver dans les grottes, mais qui n'y sont pas à 100%. Et la dernière catégorie, c'est les trogloxènes. C'est des espèces qui sont accidentelles dans les grottes. On peut les retrouver, mais c'est vraiment un accident. Normalement, elles sont que à la surface, mais celle-ci, elle a décidé de se balader là-bas. Alors, sur leur écologie, on en sait très peu, en fait. C'est un peu le problème, puisque personne n'a vraiment étudié. Ça se compte sur le doigt de la main des nombres de personnes qui ont étudié les fluor cavernicoles. Mais on a quand même quelques informations, et notamment comment elles communiquent entre elles dans le noir, sans yeux. Eh ben, comme les cigales, elles font faire vibrer leur abdomen, mais elles n'ont pas d'outils. Du coup, elles utilisent les racines, et la racine va propager le signal. Et on peut enregistrer ça, et ça va donner des sonogrammes comme celui-ci. Malheureusement, il n'y a pas le son, de toute façon, c'est très faible. Mais en gros, ça fait ta 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 ta. Et chaque espèce va avoir un signal différent. Donc, on peut dire avec ce signal, c'est telle espèce. Là, en l'occurrence, c'est l'espèce de Madagascar, Typhlobrixia. Ça, c'est très intéressant pour des études suivantes, mais on doit encore trouver un moyen de les enregistrer assez facilement, ce qui n'est pas mince affaire, croyez-moi. Alors, pour expliquer la présence de ces espèces dans les grottes, c'est la grosse question. Il y a deux hypothèses. La première, c'est Vandel qui l'a proposée en 1964, celle des reliques climatiques. Il fait l'hypothèse qu'un changement brutal du climat a pu conduire certains individus à aller sous terre et du coup à évoluer sous terre. Donc c'est très dur à prouver, mais bon, du coup, l'exemple le plus commun, c'est les dernières glaciations en Europe, qui ont fait qu'il n'y avait plus de végétation à la surface, ça a beaucoup changé les écosystèmes, et du coup, ils se seraient réfugiés sous terre, et ces espèces auraient continué d'évoluer quand les autres à la surface se seraient éteintes. Donc, pour atteindre cette hypothèse, on part du principe que quand on fait un arbre phylogénétique, ce qui correspond en gros à un arbre généalogique des espèces, on va avoir une espèce toute seule et ses plus proches parents, ils vont être vraiment loin dans d'autres groupes. Et là, on peut dire c'est qu'il y a vraiment eu une extinction à la surface et qu'elles sont restées après sous terre. Un exemple, c'est cette espèce de quinaride qui a été découverte en 2021 en Espagne. Et c'est la seule espèce de cette famille sur toute l'Europe occidentale, sur le continent européen. Il n'y a pas d'autres espèces de cette famille. Donc, ça pose la question d'où ils sont passés, ceux qui sont à la surface. Ça semblerait étayer cette hypothèse qu'ils étaient là avant les dernières glaciations. Certains se sont réfugiés sous terre. La glaciation a éteint toutes les espèces de cette famille à la surface, et celle-ci a continué de rester sous terre. L'autre hypothèse, c'est une hypothèse de spéciation active dans le sens proposé par Howard en 1980, où les espèces, comme n'importe quelle espèce à la surface, elles voient une niche écologique libre. Elle se dit, je peux évoluer dans ce milieu, j'y vais, et elle évolue dans ce milieu, et elle continue. L'exemple, c'est Hawaï, où sur des durées très courtes, on voit une spéciation qui a eu lieu avec plusieurs espèces en fonction des réseaux de tubes de lave. Et même aujourd'hui, génétiquement, elles sont différentes, elles se ressemblent encore. Elles sont encore similaires morphologiquement parlant, mais génétiquement, on voit des modifications. Et le signal sonore dont je parlais, par exemple, chez l'espèce de Madagascar, n'est pas le même dans tous les réseaux. Par exemple, c'est le réseau qui est en vert là, les populations qui sont là, c'est la même espèce qu'en orange, mais elles ont déjà un changement de comportement au niveau du son. Et ça voudrait dire que dans les années à venir, on aurait deux espèces inféodées à chaque réseau de tubes de lave. Donc nous, on est parti de ces hypothèses, on a voulu avoir plus de données, puisqu'on en a très peu. Donc on a fait une première mission en 2021 du côté des Alpes-Maritimes, où on a pu explorer une quinzaine de cavités, et on a pu cibler 4 cavités avec des racines dans celle-ci, et à 100%, on a trouvé au moins des larves de nos petits insectes. Donc ça ressemble à ça, on ne voit pas très bien sur l'image, c'est orange, mais là, c'est une larve de ceci. On a aussi trouvé des adultes d'espèces de surface dans une des grottes.
Et on a aussi vu d'autres animaux, tels que des chauves-souris, ça c'est toujours cool. Et du coup, donc ça c'est la découverte de Jonathan. Vous pouvez voir, c'est tout petit. Et on a pu en récolter plusieurs. Du coup, c'est une nouvelle espèce de Succide pour la France. Celle-ci correspondrait plutôt à l'hypothèse des reliques comme celle d'Espagne, puisque son plus proche parent est une autre espèce qui a une tendance à vivre dans le sol. Et après ça, c'est des espèces qui viennent de la Réunion. Donc on est vraiment sur un changement climatique qui aurait pu induire leur isolation. Une deuxième mission a été d'aller explorer la Réunion et les tubes de lave. Alors, c'est une jeune île, 2 millions d'années, avec des tubes de lave qui vont quand même de 430 000 ans pour les plus vieux à 19 ans pour les plus récents. Donc, on a pu en explorer beaucoup. L'avantage, c'est qu'il y a très peu d'espèces de cette famille sur l'île. On a pu toutes les récolter, dont l'espèce cavernicole qui était déjà connue, on voit ici. Donc, très modifiée, hein, pas d'aile, pas d'yeux, pas très, très jaune. Et on en a même découvert une autre dans un autre tube de lave. Malheureusement, c'est une larve, donc on ne peut pas dire c'est quoi parce qu'on n'a pas l'adulte. Donc bien sûr, en conclusion, il faut continuer d'explorer, récolter encore plus de données. Ça commence par trouver les grottes avec des racines et après pouvoir récolter des individus pour pouvoir essayer de les associer à des espèces déjà connues ou non. Faire des bases de données moléculaires, des bases de données écologiques pour vraiment avoir le maximum de données et continuer à apprendre sur ces insectes. Après, pour étudier l'évolution, puis comparer les différents milieux, quand c'est tropical, quand c'est plutôt paléarctique, est-ce qu'on a les mêmes réactions? Et enfin, faire des bases de données pour vraiment accumuler les informations et ensuite pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, pour ce faire, il y a bien sûr les sciences participatives. Là, je vous montre un exemple avec l'application et le site iNaturalist qui permet on peut prendre des photos de n'importe quel animal ou plante avec votre téléphone, vous le mettez sur le site et le site vous propose une première identification et après, c'est les gens qui peuvent aller plus loin dans l'identification. Et l'avantage de cette application, c'est qu'on peut créer des projets. Et là, je vous ai montré l'exemple d'un projet, donc Cave Wildlife. C'est des gens qui ont pris des photos d'espèces connues de grottes, ils les ont identifiées et ça se met dans le projet. Et nous, ça nous apporte des données après en tant que scientifique pour pouvoir aussi améliorer nos connaissances sur le sujet. Et enfin, constituer des bases de données comme celle-ci qui est complètement pour mon groupe d'insectes. Et maintenant, sur la base de données, on a mis un petit onglet Cavernicoli et les espèces cavernicoles sont référencées avec les publications qui sont associées. Ça fait comment L'application ton application? iNaturalist. iNaturalist, ouais. Ça passe. Mais je vous le noterai après. Et ça marche pour tout, hein. Même à la surface, vous prenez n'importe quoi, un oiseau, une plante, un insecte, un escargot. Je vous conseille vraiment. Alors l'endroit, ouais, tu le mets et tu peux aussi le cacher si tu veux. Ce qui est vachement bien pour les grottes par exemple, parce que comme ça, tout le monde ne sait pas où sont les grottes. Et aussi tous ces machins-là. Mais là, du coup, sur photo, c'est impossible à identifier, juste tu vas savoir qu'il y a de cette famille. Et exactement, c'est ça. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller à l'espèce. On peut s'arrêter à plante, animal. Et après, on peut aller jusqu'à la famille, jusqu'au genre, Mais nous, ça nous donne des informations où prospecter après, et c'est toujours bon à prendre. Et souvent, les grottes avec des racines, peu de gens savent où elles sont, donc personne ne regarde les racines dans les grottes. Voilà. Et là, je vous laisse sur un petit film d'une petite larve qu'on a pu voir aux alentours de Nice. C'est balade. Donc voilà, ce qu'il y a là au derrière, qui est blanc, c'est des cires qu'elle produit, c'est ce qu'on voyait dans les racines tout à l'heure. Et quand il y a un prédateur, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais quand quelqu'un s'approche pour un prédateur, elle les laisse tomber. Ce qui fait que le prédateur aurait tendance à aller sur le blanc plutôt que sur elle qui peut sauter et s'éloigner. Voilà. Et du coup, voilà. Si vous avez des questions. Oui, j'ai des questions. À chaque fois qu'on le voit quasiment là, on dirait qu'il y a des. Comment? C'est blanc en fait. En fait, souvent quand on voit des insectes en grotte, il y a plein de trucs blancs. Et moi, à chaque fois, je me dis, ah, il est mort, c'est moisi.
En fait, non. Pas toujours, ouais. C'est possible qu'ils soient encore vivants et qu'ils se masquent. Mais c'est du moisi, en fait. Enfin, Ça, là, c'est non, des... c'est pas ça, mais t'en as montré d'autres au tout début. Ouais, C'est de la Réunion. Là, par exemple, là... Ouais. Ça, non, ça, c'est aussi des cires. C'est aussi des choses qu'il produit, lui. Là, il en a aussi. Là, il en Ah, a celui-là, aussi. ouais. Ça, c'est aussi des cires qu'il produit, lui, en fait. Ouais, non, c'est pas la même chose. Mais après, ça peut être des champignons sur d'autres choses aussi. Ils peuvent être morts des fois. Et avoir des champignons. Mais certains colamboles, donc c'est pas mon groupe, mais les colamboles peuvent se nourrir sur les champignons aussi. Et ces recherches, elles ont quel objectif à moyen terme? C'est de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée Je pense que c'est plus fondamental, c'est plus théorique. Moi, c'est plus biodiversité. À court terme, c'est plus protection de la conservation et ce genre de choses. Après, Et ouais. à très très court terme, c'est obtenir mon diplôme de doctorat. C'est quoi ton diplôme? Le doctorat, thèse de doctorat. Et du coup, ça, tu l'entends à l'oreille ou Non, ça... faut l'enregistrer et l'amplifier. Il y a des endroits où il y a des racines aussi, c'est dans des aqueducs. Par exemple, on avait exploré un aqueduc à Nanterre, et en fait, il y avait les racines des arbres qui passaient à travers le sol. Il y a même des étroitures, on pouvait couper les racines pour passer. Et là, il y avait sans doute de la vie. Ah, mais c'est sûr. Ouais, du coup, est-ce qu'elles sont sensibles à la pollution? Parce que c'est vrai que tu évoques les aqueducs, mais souvent les souterrains entrepisés, s'il y a du goudron et tout en dessus. Ouais, ça, après, ça. Moi, Moi, c'est assez crade. la seule étude que je connais sur l'impact humain, c'est pas vraiment sur ce genre d'ouvrage, c'était des grottes touristiques et sur les coléoptères. Ils voulaient tester si l'apport, quand on vient à beaucoup avec l'oxygène qui change et tout, ça impacte les coléoptères. Apparemment, non. Mais après, sur d'autres sujets comme cela, je sais pas. Et en fait, on a beaucoup. Ce que je sais, c'est j'ai une espèce qu'on doit décrire là. Ça vient des Pyrénées-Orientales et ça a été creusé par l'homme et c'est pas un viaduc comme ça, mais c'est pour faire passer de l'eau aussi. Et ils sont dedans. Donc, Ouais. Non, mais par exemple, l'aqueduc ici, Lumino, il y a des hydrocarbures, des ouais, fumées. non, ça c'est bon pour personne. Donc, à mon avis. Et celui à Nanterre, il était un peu plus propre. On avait exploré à Nanterre en 2019. Après, ça coûte rien d'aller jeter un coup d'œil de toute façon. Il y aura toujours des beaucoup de trucs. choses sur l'écologie de ces bestioles. Ouais. Moi, j'en ai jamais vu. Mais est-ce que tu as regardé? Bestioles, mais j'ai regardé, pas pour ça, parce que franchement, je savais même pas qu'il y en avait, mais j'ai regardé parce qu'il devait y avoir des diplopodes, Ouais. ça, dans les racines. Donc j'ai regardé quand même, à chaque fois que j'ai vu des racines. Ah oui, quand même. Ouais. Peut-être que j'ai pas cherché, c'est si petit, tu vois. On parlait de Louis de Harvin la dernière fois. Et, Il cherche les colamboles. il cherche les colamboles et du coup, il est quand même calé depuis longtemps là-dessus. Et il a jamais regardé les racines. Non, mais Et moi, depuis qu'il a commencé. Et depuis qu'on lui parle de racines, du coup, il jette un œil et il découvre des colamboles sur les racines. Ouais. Et tous les colamboles aussi. C'est ce qu'il m'a dit. Hein, Ça, il a trouvé le les truc colamboles. aussi, c'est qu'au départ, quand tu sais pas la taille de ce que tu cherches, moi j'avoue que la première année, c'est sûr, mais ça, c'est. des tout petits trucs. Et puis au fur et à mesure, j'ai un peu affiné mon œil, quoi. Donc forcément, je pourrais pas te dire à 100% qu'il y en a pas, mais j'en ai pas vu. Non, mais c'est aussi pour ouvrir, et puis ça veut pas dire qu'il y en a partout. Hein. Là, pour l'instant, de ce que je sais, c'est surtout pour tour méditerranéen, quand même en paléarctique. Plus au nord, pour l'instant, j'ai pas d'informations, à part une espèce qu'on a trouvée en Allemagne, mais elle vit pas dans les grottes, elle est plutôt dans les 30 premiers centimètres de terre et sur les racines de buissons. Et elle a des modifications, par contre, déjà de la vie souterraine avec des yeux réduits et une diminution de couleur. Mais du coup, c'est ça l'idée aussi, c'est que personne s'est vraiment penché dessus depuis, même donc Anne-Laure Ork qui est la dernière personne à avoir travaillé dessus, qui est à la retraite maintenant. Et elle a surtout fait Hawaï et les Canaries et un peu l'Australie. Mais du coup, en Europe, il y a. Et là, je connais déjà des gens qui doivent m'en envoyer de Bosnie, d'Albanie. Donc il y a des choses, quoi. Bah, après, l'idée, c'est juste, si vous en trouvez, tant mieux. Si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave, mais ça permet d'ouvrir à tout le monde sur ces sujets qui sont peu étudiés. Le truc, c'est qu'il y en a, on en a en Italie, en Espagne, on en a en Allemagne, on en a tout autour, quoi. Parce qu'il y a des gens qui cherchent. Et en fait, en France, personne n'a vraiment cherché. Donc il y a un terrain de jeu incroyable là-dessus.
Et on a cherché la Nice, c'était la première mission à laquelle on a participé, là, qu'on a montée. Et on en a trouvé direct, quoi. Première cavité, on est tombé dessus, quoi. Ah ouais. C'était hallucinant, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup, je pense, de jeter un œil là-dessus, Ouais. parce qu'il y a moyen quand même de trouver du monde. Non, mais après, retourner voir les différents endroits où il y a des racines. Hein, comme je te dis, Ouais. moi, les découvertes, on en a toujours. C'est ça qui fait qu'on y retourne aussi. Hein. Ça fait quelle taille déjà? C'est un peu variable, mais celle-ci, elle est un peu grosse. Bon, c'est Madagascar. La nôtre, elle faisait 4 mm, je crois. Ah oui, C'est plus gros que les Ah oui. Colomboles, quand même. Ah Ah oui, c'est ouais, plus gros ouais, que ouais. le Mais du coup, tu te balades avec des loups quand même. Non, tu les vois à l'œil nu. Hein. De 4 mm. Ah ouais. Ah oui, ça se déplace, ça bouge. Ouais, ça bouge, ça ça court. éclaire, Un ça peu. fuit, ou ça. Enfin, Bah, C'est bah, la bah, taille d'une miette de ouais, mais il suffit de regarder à un endroit et de garder le regard fixe. Tu Tu vois, vois les trucs qui bougent. Ça, tu vois bien le truc blanc là. Pour les larves, ouais. Ouais, ça, c'est le truc qui Il y est. a un truc que tu peux faire quand tu vois une touffe de racines, c'est que tu souffles légèrement dessus et tu vois ce qui bouge. Ouais, aussi. Et là, tu vois que ça bouge un peu à des endroits, là, et tu repères plein de choses là-dedans. Hein. Ça Avec bouge. une haleine alcoolisée, c'est encore mieux. Et du coup, ça, c'était une. Pardon, t'as une question. Ah, Oui, je te demandais comment tu faisais pour enregistrer. du coup. Ouais, pour le son. Là, le mécanisme que j'ai jusqu'à présent, c'est mon encadrante qui l'a mis. Et c'est un diamant pour lire les vinyles, ouais, Ah ouais? que tu dois caler dans une boîte. Tu dois caler un bout de bois dans une boîte. Ouais. Avec du boule gomme ou je sais pas quoi. Et après, tu cales le diamant sur le bout de bois et Ouais. t'espères qu'elle va chanter. Ah, en fait, tu essaies de capter. Et D'accord, tu la sors. Ouais. Du coup, là, je Tu suis la sors de son milieu pour la mettre dans ta boîte. Et donc là, je suis en train de réfléchir avec des amis à créer un nouvel outil facilement transportable et justement où tu pourrais peut-être poser sur les racines directement pour que et voir. Plus de Ouais. chances d'entendre. C'est ça. Mais du coup, Peut-être qu'elle était à l'aise, on sait pas. Pardon. On dit peut-être qu'elle a fait à l'aise, on sait Ouais, pas. on sait pas. Apparemment, l'espèce qu'on a enregistrée, tu la sors de la grotte, elle meurt. Ah ouais? Elle supporte pas. C'est à Madagascar et c'est dans un milieu qui est très très sec à l'extérieur, je crois. Et du coup, dès que tu la sors, les conditions sont plus bonnes pour elle. L'espèce qu'on a vue nous à Nice, on l'a sortie, elle est restée vivante pendant 4 jours après. Donc, parce qu'on a essayé de la garder pour. On avait des larves qu'on voulait voir quand elles passaient à l'état adulte. Et elles ont survécu, mais elles n'ont jamais passé l'état adulte. Donc, malheureusement, on ne sait pas. Mais ouais, on est un peu méchants. Et encore, moi, je limite les prix parce que mon chef, il en prend tout. Je fais, oula. Bon, allez, c'est quelques-uns. Voilà. Et sinon, j'ai deux questions par rapport au terme pour la classification écologique. Tu as dit, bon, il y en a pas deux qui sont d'accord, mais du coup, troglodyonte, par rapport à troglobie, c'est un peu pareil, non? Ah oui, troglodyte, c'est un mot français. Enfin, c'est troglodyonte. Mais... Et par contre, trogloxène, moi, je voyais pas ça en accidentel parce qu'on voit quand même les espèces qui sont classifiées trogloxènes, c'est un peu toujours les mêmes dans les entrées de grottes, alors que les accidentelles, pour moi, c'était vraiment tu es en bas d'un puits et tu vois des trucs, mais random qui se promenaient dans la forêt. Alors, trogloxène, c'est le pire des termes, je trouve, parce qu'il est vraiment pas clair. Enfin, il est très dur à mettre en place. Et aussi, ça dépend comment tu considères l'entrée de ta grotte, en fait. C'est tout le problème de quand commence vraiment la vie souterraine. Et du coup, est-ce que quand il y a de la lumière à l'entrée de la grotte, est-ce que ça compte toujours ou pas? Et après, c'est dur de dire trogloxène parce que ça se trouve, ceux qui viennent se réfugier juste, par exemple, pour la chaleur ou quelque chose, mais qui le font tout le temps, est-ce que ce ne seraient pas des subtroglophiles en fait qui ont dans leur comportement un moment où ils vont sous terre pour se. Ouais. C'est là que les termes sont un peu durs. Un peu, ouais. Et c'est pour ça que ça se chamaille un peu. Il n'y a pas de bonne solution. Louis de Laurent, par rapport à ça, c'est justement le seul terme valable, c'est troglobie. Parce que au moins, c'est ceux qui sont que dans les grottes jusqu'à ce que tu les trouves à l'extérieur. Et là, c'est plus les troglobies. Exactement. Et jusqu'à très peu de temps, c'est pour ça que j'ai fait un petit laïus sur les troglomorphies, enfin les modifications liées à la vie sous terre. Jusqu'à présent, c'est que ceux qui avaient des modifications qui étaient considérés comme troglobiontes. Même les espèces qui vivent sous terre qui n'avaient pas de modification, c'était pas des troglobiontes parce qu'elles ont des capacités peut-être à vivre à l'extérieur. Mais ça, c'est
tout n'est pas lié. Et aussi, il y avait la tendance à faire un gradient aussi évolutif. Genre, les espèces trogloxènes deviennent troglophiles, qui deviennent troglobiontes. Et en fait, ça, c'est pas vrai non plus. C'est aucune réalité. Voilà. Puis après, les nénupharbus, il y en a qui sont tous les dehors aussi, qui sont censés être troglophiles. Après, leur des crues, des machins, des trucs qui sont dehors. Pas trop. Voilà. C'est pour ça que c'est des termes qui sont utiles, mais il faut être clair sur comment on les emploie et il ne faut pas non plus leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas. Moi, quand je les utilise, c'est vraiment catégorie écologique, pas plus. Et vraiment, si on peut dire, là, par exemple, il y a deux espèces qu'on a trouvées à La Réunion. Il y a des populations qui sont sous terre et des populations qui sont à la surface, mais elles ne communiquent pas entre elles. Donc, on peut dire qu'elles sont eutroglophiles parce que là, c'est avéré, quoi. Mais on a les preuves pour le dire. Donc c'est pas... Et du coup, tu as dit que tu voulais caractériser aussi au niveau moléculaire. Il y a déjà des espèces qui sont dans les bases de données ou il faut tout faire? Pour les nôtres, il faut quasiment tout faire. Donc là, c'est moi qui récolte celle qu'on a décrite, on l'a séquencée, donc ça c'est bon. Et après, c'est une accumulation parce que même les espèces épigées, comme c'est pas super étudié, en tout cas en France, et, on a encore très peu de données. Mais comme ça commence à être des espèces d'intérêt aussi, puisque dans ces groupes-là, il y a des espèces qui donnent des maladies à des plantes. Du coup, voilà. Donc on commence à avoir des données, mais c'est lent. Ça veut dire quoi, au niveau moléculaire, pour caractériser l'ADN? Oui, l'ADN. On prend des gènes, en fait, on les séquence et on a les 4 lettres de l'ADN et on peut les comparer après et dire si c'est la même espèce ou non, par exemple. Il n'y a jamais personne qui a fait ce travail-là, caractériser l'ADN de ces espèces-là. Ça se fait au fur et à mesure. C'est des techniques. Alors, les techniques de séquençage vraiment plus faciles utilisables, ça a 15-20 ans max. Et après, ça prend du temps et ça coûte quand même assez cher encore. Donc, ouais, j'ai séquencé. À La Réunion, par exemple, on a séquencé 3 gènes de toutes les espèces qu'on a récoltées. Et tu l'as mis sur place ou tu l'envoies des labos? On fait juste l'extraction et l'amplification, nous. Et après, on envoie au séquençage parce que c'est des grosses machines. Et c'est ce qui coûte cher. Enfin, tout coûte cher, mais ça coûte. Et après, il y a les nouvelles méthodes. Et donc là, on envoie en Chine où eux, ils séquencent tout le génome, pas forcément une bonne qualité, mais pour certains gènes, c'est suffisant. Donc on peut utiliser ça après, nous, pour les phylogénies. NGS, moi, New Generation Sequencing. Parce qu'il y en a des fois, ils ont des mignons qu'ils amènent sur le terrain, des séquenceurs qui branchent sur ton Mac. Mais j'ai vu ça, c'est qui m'en a parlé ça, moi, je t'en avais parlé, parce qu'il y avait une collègue qui avait acheté ça. Le mignon, ouais. Le mini séquenceur de poche. C'est mignon, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. L'appareil Apparemment, en lui-même ne coûte pas spécialement cher, mais c'est les cartouches de consommables super cher. Et moi, à un moment, je trouvais ça tellement trop cool que je m'étais renseigné, j'avais commencé à faire des devis et tout, mais il faut aussi un super rendu. Et donc, du coup, j'avais pas racheté un ordi pour pouvoir acheter le machin. Ou un super téléphone, ça marche aussi avec le téléphone, mais c'est pareil, il faut un super iPhone, je sais pas quoi, pour faire déposer un projet Patrina, quoi. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Ouais, je suis allé un peu vite. Je savais pas le dire. Ouais, allez.